Bonjour à tous, bonjour, Romain. Je me Hello présente, Nicolas. je suis Nicolas Cholet, je suis le fondateur d'une société de conseil en data marketing qui s'appelle Unnest et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir, Romain Barthes, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Addingwell qui va un peu nous présenter. Et Romain, écoute, déjà bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Et donc, Romain Barthes, presque 40 ans d'ici cet été, et jeune fondateur d'Addingwell, qui est une société qui a 2 ans et demi. J'occupe le poste de CEO. Je gère plutôt toute la partie activité marketing, commercialisation et mise en avant de notre produit sur le marché. OK. Avant de démarrer dans les détails, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent pas Dingwell, que le server-side, c'est compliqué et cetera. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer, ce que ça fait? Puis après, on reviendra un peu sur, ton parcours, pourquoi tu as monté ça, comment et tout, mais, déjà pour que les gens puissent se positionner et comprendre. Oui, pour comprendre, il y a deux éléments à Dingwell, ce qu'on fait, mais surtout quel problème on vient résoudre. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on est dans un contexte aujourd'hui, dans le marketing digital, d'avoir une nécessité, d'avoir la donnée à disposition pour faire des analyses, pour mieux segmenter, mieux comprendre ce qui se passe dans un environnement digital et dans le marketing publicitaire. Et face à ça, on avait historiquement des outils de tracking qui permettaient de collecter l'intégralité des datas. Et depuis quelques années, on a vu différentes moutures, qu'elles soient légales avec le RGPD, qu'elles soient imposées par les géants du web, et donc cette fameuse fin des cookies tiers qui a démarré par Apple et Firefox et qui va normalement avoir sa phase d'apothéose en 2025 avec Google. Euh, Ça a chamboulé le marché. Et donc, ça a chamboulé quoi? C'est que le tracking sur lequel reposaient les études historiques est en train de se casser la figure. Et face à ça, on a l'émergence d'une nouvelle technologie de tracking qui s'appelle le server-side. Donc, les différences, entre guillemets, c'est qu'avant, on utilisait le navigateur de l'internaute pour collecter et historiser de l'information. On n'a plus le droit ou on est bloqué. Et donc, on va avoir besoin d'une plateforme serveur extérieure pour faire ce même métier historiquement. Et donc, c'est ce problème-là auquel on est venu monter notre plateforme. Donc, Addingwell, on est éditeur de logiciels. Donc, on a développé une plateforme SaaS qui va aider les marques et de plus en plus, ou quasiment majoritairement, les agences comme Nest dans la mise en place de ces nouveaux dispositifs de tracking pour les annonceurs. Puisque dans cette partie-là, il y a un ensemble de connaissances techniques, d'hébergement, de suivi, de monitoring qui font que c'est bien d'avoir des plateformes tout en un qui vont permettre d'accélérer ces phases de projet qui sont un peu critiques et un peu nouvelles. OK, merci. Et du coup, moi, ça m'intéresse de comprendre un peu, enfin, tu vois, pourquoi tu as eu l'idée de créer ça? Parce que, voilà, c'est un marché qui, à 4 ans, n'existait pas du tout. Enfin, système server-side, je crois que ça a à peu près 4 ans, même un tout petit peu moins. Heu et du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ce que tu faisais avant? Comment tu t'es retrouvé là, à ce moment-là? Pourquoi tu t'es dit: «Tiens, je vais créer, une boîte qui fait de l'hébergement de Ouais. d'environnement server-side»? Oui, oui, et sans être DevOps de formation. Donc, il y a un grand écart. Je pense que l'histoire est assez intéressante. Euh, Parce que on voit aussi pourquoi Addingwell a rencontré un succès assez rapide. Euh, Moi, je suis ce qu'on appelle digital native. Donc, j'ai une carrière 100% liée au marketing digital et à la publicité. Et donc, moi, j'ai démarré dans le monde du CRM avec une aventure très intéressante qui était Emailing Solutions, Cheetah Mail et Experian dans ce marché-là pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai voulu basculer non plus le côté CRM, mais côté acquisition. Et j'ai eu la chance de cofonder Masberry, qui était une solution d'attribution multitouche avec Thibault Lemay, qui était le fondateur. Et j'ai rejoint cette aventure-là qui a marqué deux trucs. Le premier, c'est la fibre entrepreneuriale. Je suis pas un entrepreneur né, comme certains peuvent l'être. Je suis un entrepreneur par évolution en fait sur ce point-là. Et côté analyse data, en réalité, c'est l'expérience de Masberry et donc Easyance avec la fusion qu'on a opérée sur la route qui a ouvert la porte du server-side. Pourquoi? Parce que j'ai passé 7 ans, entre guillemets, sur cette aventure Masberry Easyance à
proposer des solutions d'attribution multitouches avec cette promesse qui est de dire le modèle last click d'analyse n'est pas suffisant pour être data-driven en entreprise. Regardez, avec des outils comme Masberry, on est capable d'aller voir toute la customer journée. Parce que cette analyse était basée sur le tracking client-side et donc le fait qu'on était capable d'historiser chaque point de contact entre un internaute et la marque avant sa commande. Et donc ça a créé un marché pareil qui a explosé, qui était hyper intéressant et hyper enrichissant, et qui s'est après structuré. Et donc il s'est structuré avec l'algorithmique qui est arrivé, avec des modèles de plus en plus complexes, des chaînes de Markov, des modèles data-driven de plus en plus. Et à un moment, et c'est plutôt avec un des associés de l'époque, qui est Julien Decroix, c'est pour ça l'aventure à Dingwall, c'est pas que Romain Barthes, hein, on est plusieurs, on est 4 associés et on est tous importants dans cette aventure-là. Mais on est dans cette aventure et on se dit, c'est marrant, c'est qu'on va de plus en plus loin dans l'algorithmie, dans la capacité d'analyse ou même dans les tableaux, et en même temps, la data est de plus en plus pourrie. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, mais tiens, il est en train de se passer quelque chose sur le marché, c'est que plus on avance, plus on structure des méthodes data scientist d'analyse de données, moins la data est de qualité. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah tiens, après cette aventure, et on a eu aussi une opération de fusion-acquisition, donc qui nous a amené, nous, à vouloir à un moment repartir et voler de nos propres ailes. Et on s'est dit, bah tiens, avant tout ce marché de la tech, d'analyse de data, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau marché qui est en train d'émerger, qui est de dire, OK, comment on va aider les marketeurs à s'assurer que la collecte de données en amont de tous ces outils, et que ce soit CRM, attribution, analytics avec Google Analytics, Piano et consorts, s'assurer de ça, parce que c'est l'asset presque le plus important pour un retailer. Et donc, c'est là qu'est né le sujet Addingwell. Et comme tu l'as dit, au moment où on a cette idée de résoudre l'équation de comment on garantit et comment on sécurise la donnée collectée, on a l'émergence du server-side et on a GTM server-side qui a effectivement 4 ans sur les cartons, mais dont 2 ans de bêta. Et on fait un peu le pari de se dire GTM c'est 93% de part de marché mondial, ça veut dire que si GTM passe en server-side, il va y avoir besoin d'aider et d'accompagner les annonceurs là-dessus, et il y a cette petite niche qui est l'infogérance de GTM server-side avec toute la complexité que ça mène, qui rend les projets longs et complexes. Et donc là où il y a un problème, là où ça demande du temps, il y a toujours un SaaS qui peut se créer. C'est comme ça qu'Addingwell est arrivé. OK. Et juste, je reviens sur la partie acquisition. Vous aviez rejoint Isan, si je me trompe pas. Enfin, peut-être une société un peu plus orientée service. Est-ce que toi, t'es resté combien de temps là-dedans? Comment ça s'est passé Ouais, alors alors Isance avait une double casquette, hein. Isance était très connu pour l'ESN, très grosse ESN parisienne, et ils avaient une plateforme typée CDP en fait, hein, sur le marché de la CDP, mais à destination des retailers, hein. Ça s'appelait même une RMP, Retail Marketing Platform. On a opéré une fusion-acquisition avec un objectif, c'était d'aller craquer le marché de l'attribution omnicanal pour les retailers. Donc OK. les clients historiques d'Isance et Isian, c'était Cultura, c'était Auchan, Boulanger, Yves Rocher. Et il y avait cet objectif de dire, OK, on investit massivement sur le digital, il y a l'effet repos, c'est sûr, mais on n'arrive pas bien à le mesurer. Et d'un côté, la CDP, son objectif, c'était de grapher l'ensemble de ces interactions digitales et tickets de caisse magasin. Et Malberry, c'était la restitution instantanée de ces retours sur investissement. Et donc, le sujet et l'histoire qu'on a montée pendant 3 ans, ça a été justement de faire rentrer la brique Masberry au sein d'une CDP avec pour objectif de prouver l'effet repos et de calculer un ROI magasin sur les campagnes digitales. Et c'est ce qu'on a réalisé. OK. Et pourquoi t'es pas resté? Pourquoi je suis pas resté? Beaucoup de choses. Alors il y a l'émergence et ce sujet Addingwell qui est intéressant. Après, je pense qu'il y a des sujets, et là c'est plus le sujet entrepreneurial. C'est qu'à un moment, chaque aventure a une histoire, différents chapitres. Et à un moment, tu fermes un bouquin et tu as envie d'en ouvrir un autre. Et c'est presque ça, parce que en fait, les gens chez Easyance étaient et sont toujours passionnants. Le marché est passionnant. Et j'ai la chance de collaborer avec beaucoup de clients historiquement Easyance. Et donc, c'est un marché qu'on apprécie particulièrement. Donc, non, c'est presque que des envies entrepreneuriales où je t'ai expliqué mon parcours en disant que je suis pas entrepreneur, mais l'histoire a fait que j'étais
Moi, simple salarié pendant très longtemps, j'ai eu la chance de cofonder Masberry avec Thibault Lemay, et donc je suis devenu assistant cofondateur. Ok, Et là, bah, l'évolution, c'est de dire, bah tiens, allez, on y va à fond. Et là, je suis un vrai entrepreneur digne de ce nom, quoi. trop bien. Et ouais, tu parlais des dates. Moi, j'ai regardé du coup comment c'était connu. J'avais publié un article sur le server-side, j'aurais vu en début 2022, et tu m'avais contacté sur LinkedIn en me disant, ouais, on a une offre et tout, et on se trouve qu'on avait une connaissance en commun en plus. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et après, bon, vous êtes devenu, on en parlera, mais assez connu chez toutes les agences et tout. Enfin, je veux dire, maintenant, tout le monde, absolument tout le monde vous connaît. Et juste du coup, donc tu arrives, tu dis, allez, on va lancer ça. Il y a l'émergence de server-side. Et là, vous faites quoi? C'est comment vous commencez, tu vois, le mois 1 ou le mois 2, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, en transparence, bah, en fait, on pivote assez vite, puisque l'histoire du produit Addingwell se crée en fonction de nos investigations. Et donc, en fait, le mois 1, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a nos convictions en disant que le server-side va être un très bel Eldorado et va être un besoin marché massif. Donc, on regarde quelles vont être les capacités pour les annonceurs à devenir server-side centric et utiliser les cas d'usage. Et donc, pour faire ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit, bah, on va monter du server-side pour voir comment ça fonctionne. Et donc, en fait, on monte du server-side avec nos petits bras, nos connaissances. On prend les tutoriels et les guides qu'utilise tout le monde à l'époque. On peut citer des gens comme Simo qui publiaient beaucoup sur ces sujets-là. Et en fait, c'est exactement à ce moment-là que le produit Addingwell voit le jour parce que on s'est rendu compte que entre ce qui était écrit, le besoin marché vital des entreprises de collecter la data et la capacité pour un annonceur de le faire, en fait, on s'est dit, bah, si nous, euh, à quatre autour d'une pièce, en n'ayant que ça à faire, on est dans de la difficulté, on n'imagine même pas ce que c'est dans une roadmap IT saturée avec une non-priorisation de ce projet-là. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on se dit, mais en fait, l'histoire, c'est pas de dire comment on va utiliser le server-side chez les annonceurs pour faire des cas d'usage de folie, mais c'est plutôt comment on va aider le marché à, en quelques clics, basculer en server-side. Et en fait, c'est ça, le mois 1, c'est ce constat-là. Et en fait, dès le mois 2, c'est en fait en réalité la construction d'un produit clic-bouton pour déployer une infra server-side worldwide en quelques clics, quelle que soit la taille de ma société. Et donc c'est là où, après, il y a eu toute cette histoire modèle économique, où on a réussi à, dans la définition d'Addingwell, c'était le server-side pour tous. Et donc, on voulait pas que ce soit réservé à l'élite du retail. On est capable de faire du enterprise avec des niveaux de sécurité très, très élevés. Mais on a aussi un modèle pay-as-you-go qui est accessible par tous et qui a été aussi très prisé par beaucoup, beaucoup de sites Internet, de DNVB, qui ont en fait les mêmes besoins que les géants. Sauf que, effectivement, la capacité financière à faire que de l'enterprise fait qu'on crée une maturité de marché différente entre les TPE et PME et les grands groupes. On a réussi, nous, à faire ce grand écart et notamment tu reparlais, Nest a été une agence, une des premières agences à rapidement faire confiance à Addingwell pour ses clients. Et on s'est dit aussi, et notre rencontre, elle a été comme ça, c'est qu'il y a des experts de l'analytics, du tracking sur le marché. Ils ont envie d'aller sur ces sujets-là et ils n'ont pas envie d'être DevOps pour leurs clients. Et nous, inversement, on ne doit pas prendre tout ce marché-là parce que pour pouvoir faire un bon server-side, il faut connaître le client et il faut l'avoir accompagné dans son plan de tracking historique. Et donc, c'est là où ce couple-là s'est très bien positionné. Donc, moi 4, le produit est un peu sorti des cartons. Alors, c'est pas la version d'aujourd'hui, hein, c'est une version beaucoup plus simple, mais mois 4, c'est effectivement qui est référent sur le tracking sur le marché, qui parle de tracking, qui a envie d'aller, et un peu comme tout entrepreneur commercial, bâton de pèlerin et se dire bon bah salut Nicolas, j'ai vu que tu aimais bien les sujets de tracking, je pense que le server side est intéressant, est-ce qu'on en parle, comment tu vas toi proposer ça à tes clients? Et c'est là où à chaque agence qu'on a avec laquelle on a eu la chance d'échanger, ça a toujours été ce constat-là en disant mais c'est super, on a envie d'aller, par contre on l'a pas encore fait et on ne veut pas se lever le samedi soir pour remettre des serveurs en route si jamais il y avait un problème client. Nous, notre métier, c'est l'artisanat du tracking et pas la solution technique. Et donc, ce duo-là fonctionne quand même très, très bien. Ouais, ok. Et moi, pour raconter un peu, au début, j'étais un tout petit peu dubitatif, dans le sens où, tu vois, ce que tu décris, je clique sur un bouton et mon truc est déployé.
fait, Google le proposait quand même, tu vois? Au tout début de Mhm. GTM Server-Side, tu pouvais le déployer sur, App Engine si je me trompe pas et donc moi, j'avais fait ça et je suis pas DevOps et j'avais réussi et tout. Tu m'as dit: «Ouais, mais on est moins cher, machin». Je me suis dit: «C'est quand même une sacrée niche» parce que, puis en fait après, j'ai eu, des problèmes. C'est-à-dire que, je me souviens, on avait, un client aux États-Unis et au Black Friday, 2022, je crois, en fait, Google Cloud a eu des problèmes de scalabilité. En fait, le serveur, il est censé, auto-scale quoi et il l'a pas fait. Parce que tout le marché, en fait, envoyait les mêmes trucs au même endroit et on n'a eu aucune alerte et tout et en fait, on s'est rendu compte une semaine après que de manière aléatoire, il y avait 20 des données qui étaient parties, sur un serveur qui répondait plus, quoi et là, bon, on avait déjà commencé à bosser ensemble, mais moi, ça m'a vraiment fait un 1er tilt, c'est en fait, ouais, il y a pas d'alerting, donc OK, tu peux le déployer, mais il faut aussi déployer le système d'alerting et puis après, bah, tu vas montrer un peu l'outil, mais il y a aussi, toute une partie, d'alerting aussi si, les endroits où tu envoies ta donnée, Facebook Ads, Google Ads, te renvoient des erreurs, ça vous le remontez alors que nativement tu l'as pas, donc il faut quand même gérer tout ce truc-là et après, bon, comme tu disais, moi, quand je parle à mes clients qui veulent, eux, le déployer pour eux-mêmes, bah, là, d'un coup, c'est l'IT et pour l'IT, ça devient effectivement un truc, en fait, ils sont pas du tout dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'ils ont pas le sujet en tête, ils comprennent pas forcément le truc et tu leur expliques qu'il va falloir, mettre un serveur avec un truc qu'ils connaissent pas, que le truc, il doit autoscale, et que, ils doivent le gérer eux-mêmes et gérer l'alerting. En fait, ils disent: «Non, mais je vais pas le faire», en fait. Donc c'est vrai que, au début, je pensais que c'était très, très niche et en fait, ben, je me suis rendu compte que c'était un besoin, hyper évident, trivial et voilà quoi. Ouais, absolument. Et puis, et il y a ce côté évolution. Et nous, on le voit et on le constate au quotidien. L'IT, c'est jamais un sujet de connaissance ou de compétence, parce que même des fois, on peut avoir cette remarque en disant, ah bah nous, on sait faire de la WS, on sait faire du GCP, on sait faire du Azure. Euh, et en fait, c'est plus ce sujet-là en fait en réalité, le sujet server side. Le premier, c'est est-ce que c'est suffisamment core business pour que côté IT on y Mmh. dégage suffisamment de temps, alors qu'on a aussi plein de choses à faire, hein. Avant le server side et après le server side, les roadmaps IT sont quand même assez saturés. Et il y a un sujet de run où tu disais, hein, le marché est jeune. Nous, on a démarré ça il y a 3 ans quasiment, jour pour jour. Et en fait, en réalité, sur ces 3 années-là, il y a eu plusieurs révolutions. Il y a eu l'adoption en masse de certains adblockers. Il y a eu Apple qui a mis des restrictions sur le cookie server-side. Il y a eu les données GA4 et donc le cadre législatif de l'envoi des données transatlantiques qui a bougé, qui a sclérosé un petit peu tout le marché et qui a stressé tout le marché de la techno. Et il y en aura d'autres. Et donc, on a des gens et on commence depuis quelques mois à avoir des gens qui avaient réussi historiquement, comme un peu tu l'expliquais, de dire ah bah tiens, moi j'ai fait mon petit serveur dans mon coin, ça fonctionne, qui commencent à se rendre compte que en fait il est obsolète et que comme il y Ouais. a personne qui successivement, donc certains ont eu des problèmes tout de suite, bah j'ai un problème donc j'appelle et donc c'est dommage d'attendre le problème, mais on en a certains qui pensent être en server side et on commence à voir maintenant vraiment du server side dans les règles de l'art avec le bypass des adblockers, le monitoring et ainsi de suite, et des gens qui ont un server side avec ah bah oui on a installé Facebook Capi qui a été le cas d'usage le plus utilisé, mais il n'est pas poussé à pleine capacité. Et donc on verra dans cette niche au départ qu'elle est en train de grossir aussi parce que il est en train de se professionnaliser ce marché-là. Très clair et du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite démo, de l'outil? Comme tu disais, moi j'aime bien voir les interfaces, enfin je la connais, mais je trouve ça toujours hyper intéressant et ça permet aussi, je pense, de se projeter un peu sur ce que très concrètement sur ce que ça fait, comment ça fonctionne. Alors hop, Ouais, parfait. Bah, je vais partager mon écran. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte ce que c'est le métier, le métier du server side et la réalité liée aux éléments. C'est que il y a pourquoi on fait du server-side au départ, c'est pour mettre en place les cas d'usage liés à la fin des cookies tiers et donc l'adoption des nouvelles API de conversion du marché. Donc Facebook, Pinterest, TikTok et ainsi de suite. Garantir le maintien de l'identité dans le temps et notamment sur Apple qui supprime tous les 7 jours ses cookies. Et ensuite, bypasser les adblockers. C'est à peu près les 3-4 cas d'usage. Le dernier qu'on va avoir chez les grands groupes qu'on constate, c'est aussi pourquoi je fais du server-side, c'est pour avoir la gouvernance de ma data.
C'est moi qui traque, c'est moi qui distribue, et entre deux, je fais ce que je veux. Je peux supprimer de la donnée, je peux l'enrichir, je peux la transformer, et ça, ce sont des éléments qui sont importants. Après, sur l'interface Addingwell, si on réduit le prisme d'Addingwell, dans ce marché-là, nous, on est simplement l'hébergeur, et donc on a fait une plateforme d'hébergement du conteneur serveur de GTM. Donc GTM, c'est l'outil qui va permettre de contrôler les flux client-side, server-side. Votre partenaire Unnest va être celui qui va câbler avec vous et qui va mettre en place les cas d'usage. Et pour que ces cas d'usage fonctionnent en continu avec une R&D, eh bien vous avez besoin d'un hébergeur de votre conteneur, et Addingwell fait partie de ce marché-là. Nos atouts, en fait, on va les retrouver très vite dans l'interface. Déjà parce qu'il y a une interface, c'est presque la valeur au départ, c'est de savoir ce qu'on a acheté et ce qui se passe. Et dans cette interface, on va y voir des choses qui sont très importantes. On peut faire du multidomaine. Si j'ai du domaine, ça veut dire que je peux ajouter. Donc, dès que j'ai un .fr, un .co, .uk, .de, je peux l'intégrer, donc faire du server-side sur l'intégralité de mon site Internet. Et on a des zones de déploiement des serveurs partout dans le monde. Donc, on peut déployer des serveurs dans 50 pays du monde en un seul clic. Et donc, dès que j'ai un peu de business aux États-Unis, en Europe et en Asie, pour la web performance, on va avoir besoin de serveurs sur le monde. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a intégrées dans le point qui est le plus intéressant pour les DevOps et autres, c'est de se dire le multizone, c'est compliqué. Et c'est vrai que côté Addingwell, je veux ajouter une zone, j'ai juste à cliquer ici, je choisis la zone de déploiement dans le monde, je clique à Milan et en bas, je clique sur valider. Et 20 minutes après, j'ai une infra totalement load balancée avec un serveur à Milan qui prend le relais. Et donc, dès qu'un internaute est plus près du point de pop de Milan, il va aller taper cette infra-là. Donc ça, ce sont des choses qui, côté marketing, on s'en fiche royalement, c'est sûr. Par contre, côté IT, DevOps et la chance d'avoir un taux de dispo élevé, ce sont des éléments qui sont vitaux, et c'est ça qu'on a intégré dans notre plateforme. Après, sur Addingwell, notre promesse, elle est ici, elle est transparente, ce sont nos SLA. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est de garantir au partenaire et à son client que dans 99,95% des cas, le serveur est disponible à recevoir des requêtes et disponible. Sinon, on a des pénalités sur notre partie abonnement, et ça évite surtout le stress que tu as eu sur ton client que t'expliquais tout à l'heure au Black Friday. C'est le Black Friday, on a envoyé toutes nos campagnes marketing, le serveur tombe, j'ai plus de tracking. Et donc l'adage, tout ce qui n'est pas mesuré n'a pas eu lieu, c'est le plus important pour nous, c'est qu'on veut garantir que la mesure soit toujours efficace. Et après, côté fonctionnalité, on va retrouver les trois grands blocs avec peut-être une entrée en détail dans un, mais je vérifie l'activité de mon tagging server, ce qui rentre, ce qui sort, pour vérifier cette partie-là. La partie CDN, c'est principalement les fonctionnalités pour contourner les adblockers, puisque on va se rendre compte aussi que le server-side ne bypasse pas les adblockers. Parce qu'en fait, votre server-side est intégré, pour ceux qui font un peu de tracking, dans un ensemble d'assets JS. C'est-à-dire que si vous utilisez GTM ou Commanders Act, votre premier appel sur le site Internet, c'est un .js. C'est gtm.js, c'est tc.js, c'est piano.js ou ce genre d'outils-là. Et en fait, eux sont déjà bloqués au départ. Donc, vous avez beau être en server-side en bout de tunnel, si le premier JS n'a pas été chargé, le reste de la chaîne n'est pas exécuté. Et donc, le CDN va avoir pour objectif de justement personnaliser en first party chaque appel JS qui amène l'appel de l'analytics. Donc, c'est un peu tech sur cette partie-là, ça se met en place en quelques clics, mais c'est à ça que sert cette partie-là, et c'est pour ça que je suis jamais fan quand on dit je mets du server-side pour bypasser les adblockers. C'est pas parce que vous êtes en server-side que vous bypassez les adblockers. C'est vraiment un ensemble de fonctionnalités qui est présent dans la plateforme. Et après, la valeur d'Addingwell, t'en parlais, le monitoring et l'expertise. Ça, on va le retrouver sur deux aspects. Un support qui est inclus, aussi bien pour nos partenaires, et je pense que tes équipes ont souvent collaboré avec les équipes d'Addingwell. On va donner, aider, travailler avec vous sur la recherche de cas d'usage directement au sein de l'interface avec un accès à nos agendas. Et le monitoring, c'est la promesse, c'est tout ce que vous allez faire. Vous le matérialisez, évitez que le server-side soit une boîte noire. Si vous envoyez de la data et qu'on ne sait pas ce qui se passe, en fait, effectivement, vous avez un problème d'effet boîte noire. Et donc, si ça ne marche pas, vous n'êtes pas au courant. Et ça, on va le faire sur tous les tags qui partent côté serveur, sur l'intégralité des events en temps réel et avec un système d'alerting derrière. C'est-à-dire que quand j'ai branché Facebook CAPI, je sais que Facebook CAPI fonctionne.
Si je clique dessus, je sais tous les events que j'envoie à Facebook. Je connais mon taux d'erreur par event. Et si jamais un jour ça pète, tout le monde est informé. Addingwell, votre partenaire, votre freelance, également le client. C'est ça le plus important et c'est d'éviter d'avoir ce syndrome de tracking qu'on a déjà tous vécu quand ça a pété. J'ai envoyé ma campagne Facebook et 2 semaines après, je regarde mon bilan sur Facebook Business Manager et je me rends compte que mes chiffres sont un peu bizarres. Et là, on investigue et on se rend compte qu'en fait, le tracking n'était pas bon et donc en fait, tout ce qu'on a investi, on n'est pas capable de le mesurer. L'idée ici, c'est d'agir en temps réel sur ce système d'alerting. Et on va contrôler les 3 éléments qui sont clés, l'intégralité des tags, l'intégralité des événements au sein des tags et l'intégralité de la data qu'on envoie. Le format, les éléments, est-ce que c'est haché, pas haché, est-ce que le user ID est bien présent et tous ces points-là. Ça, c'est vraiment la promesse liée au tagging server-side. Et enfin, cookie monitoring, c'est s'assurer que dans toutes les versions des environnements, Apple, Chrome et les autres, qui n'ont pas tous la même régulation de la gestion des cookies client-side et server-side, qu'on ait bien des nouveaux cookies la veille, qu'on ait bien des cookies qui ont une durée de vie entre 2 et 7 jours et qu'on ait bien une résilience du cookie au-delà de 8 jours. Et ça, on va vérifier si pour chacun de vos domaines, vous êtes bien en first party. Et la dernière mouture qui est présente dans Safari, c'est depuis Safari 16.4, c'est est-ce que vous êtes résilient. Si jamais vous avez des problèmes, ça crée des alertes et à chaque fois, vous avez une doc technique qui vous permet de mettre en place ou vous appelez votre partenaire qu'on a précédemment certifié et formé pour vous accompagner sur cette partie-là. Et c'est ça qui fait d'Addingwell l'outil plébiscité par le marché, c'est que on a un besoin d'hébergement server-side pour aller plus vite et avec plus de sérénité et on vient y chercher du produit et de la fonctionnalité sur chaque étape clé du server-side. Et donc, il y en aura d'autres dans l'avenir, probablement que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On aura à chaque nouveau problème ou à chaque opportunité la capacité à gérer ces éléments. Et je pense qu'il y a le dernier point qui peut intéresser Nest, vous aimez bien ce point-là, c'est la capacité d'avoir plusieurs points de collecte, avec notamment des sujets comme le mesurement de protocole, où vous avez des sujets en ce moment offline sur certains de vos clients, où le server-side commence à rayonner de plus en plus, non pas que sur le digital, mais sur l'intégralité des datas de l'annonceur. C'est vrai. Pour détailler le cas dont tu parles, en fait, effectivement, en gros, l'idée, c'est il y a des données de vente en magasin physique et la marque veut envoyer ces informations de conversion-là vers, en gros, Google Ads, Facebook Ads pour nourrir les algorithmes, en fait, et être capable de faire de l'attribution, en gros, sur ce qui a permis de générer la publicité. Et en fait, il y a plein de manières de le faire, dont certaines très compliquées, mais il y a une manière qui est finalement un usage un peu détourné de GTM server-side, mais qui marche bien, qui est finalement, je vais envoyer des hits, c'est assez simple à faire. En fait, quand il y a une vente, j'envoie les données vers mon conteneur server-side, qui est en théorie fait plutôt pour collecter ce qui se passe sur le web, mais là, ça marche pour le offline. Et après, on redispatche vers les différentes destinations publicitaires, quoi. Et tu vois, sur ce point-là, nous, c'est un des points dans l'aventure d'Addingwell qu'on a perçu très vite. Et parce qu'on aurait pu aussi se poser la question de dire est-ce qu'on s'appuie sur une plateforme qu'on rend compatible avec GTM ou est-ce qu'on part sur le développement d'une plateforme server-side de bout en bout. Et comme il y avait ces briques de data transformation, comme il y avait ces endpoints différents, on y voit demain la possibilité d'avoir et on a certains clients, on a des call centers qui sont plugués sur leur GTM server-side, des magasins comme on le fait sur certains clients avec vous, et on a aussi des enrichissements qui sont faits par des outils extérieurs. Pour pouvoir, tu parlais de Google Ads, vous avez une donnée en entreprise qui est la LTV par exemple, vous avez les données de marge, vous pouvez aussi enrichir le hit à la volée en toute confidentialité et éviter ces fameux problèmes de sécurité qu'on pourrait avoir avec un data layer public directement consultable sur le site internet. Après, je dois bien dire que je trouve que Google Tag Manager et Google Tag Manager server-side, en tant que produit tech, c'est des œuvres d'art, quoi. C'est-à-dire que autant Google parfois se plante, par exemple GA4, autant GTM, ils n'ont toujours pas saboté, ça marche, c'est assez exceptionnel en termes de conception, etc. Je trouve, mais bon. Oui, je suis assez convaincu. Après, je pense que la brique GTM, client-side et ou server-side, sa grosse puissance,
c'est aussi la communauté et le fait qu'on soit sur des composants Docker proches de l'open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des très très gros contributeurs sur les librairies de tag. Il y a donc l'outil est puissant, le code conçu aujourd'hui est très très performant, très light sur les sites internet. Donc c'est vrai que les phases d'adoption sont intéressantes, mais s'il n'y avait pas autant de cabinets, de consultants et de freelance qui étaient en capacité d'utiliser GTM, on irait dans des plateformes tout en un concurrentes à GTM en étant plus rassuré. Et je pense que GTM au départ était très tech et vu comme tech, et aujourd'hui c'est vraiment rationalisé grâce à ces librairies médias, grâce à cette communauté où aujourd'hui ça fait pas du tout peur d'avoir du GTM, et même moi en n'étant pas web analyste de formation, je suis en capacité de brancher un Facebook API en quelques clics. Et alors peut-être un petit disclaimer quand même sur un point qui est le sujet du consentement, c'est-à-dire que, enfin, là on parle de enfin, c'est pas parce que vous faites du server-side que vous n'êtes pas censé avoir le consentement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas, censé et vous n'avez pas le droit d'envoyer par exemple de la donnée à Facebook, Ads ou Facebook API sans le consentement de l'utilisateur, quoi. Donc c'est pas enfin l'usage de ça pour détournement de consentement est vraiment, vraiment pas une bonne pratique, c'est le 1er point. Et après, 2e point, quand même, qui est plutôt une question qui peut se poser, c'est finalement la partie optimisation. Donc, en fait, on parle de bypass des adblockers d'un côté, on parle du fait d'avoir des cookies qui durent plus longtemps. Mais pourquoi ils durent pas longtemps? Parce qu'en fait, Safari a décidé de les bloquer de base. Et pourquoi ils ont décidé de les bloquer? Parce qu'ils estiment que ça répond à une demande des utilisateurs. De même qu'on pourrait imaginer que la personne qui met un adblocker, on peut estimer que c'est légitime ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, elle l'a fait. Tu vois, elle a fait le choix de mettre un adblocker sur son ordinateur. Et donc, finalement, vous et puis nous aussi avec, on propose une solution technique pour bypasser ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai mon avis sur la question, hein, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un super sujet et qui est passionnant sur plein d'aspects, moi je trouve. Alors le premier, c'est que le contournement du RGPD grâce au server-side, no way, il n'y a pas est-ce que je suis pour ou contre, puisque il n'y a pas être pour ou contre, c'est la loi. Donc on change pas cette partie-là. Et d'ailleurs, des fois, c'est presque, je trouve, les institutions qui ont créé un peu ce paradoxe ou cette croyance, parce qu'on parle de bandeaux de cookies. Et donc, voilà, on dit, est-ce qu'acceptez-vous les cookies ou ce genre de choses? Au final, c'est pas les cookies le problématique, c'est les traceurs. Et donc, les recommandations européennes sont très claires, c'est tout type de traceur. Et donc, que ce soit cookie server-side, fingerprinting ou toute autre technique de traçage, c'est dans le même bateau, il faut le consentement pour traquer un utilisateur. Donc ça, je trouve que c'est très bien, on est nous-mêmes internautes, il y avait de l'abus dans tous les sens, et je pense que c'est très très bien de pouvoir réguler cette partie-là. Après, sur les techniques qui vont aller plus loin, il y a différents aspects. Il y a la politique d'Apple aujourd'hui qui est problématique, puisque en fait ils vont bloquer différents éléments, mais plutôt dans des expansions de marché, et parce que la publicité de leur côté c'est pas leur premier leitmotiv sur ce point-là, et on pourrait des fois c'est pour la blague, mais on pourrait presque croire que des fois Apple est une ONG de la sécurité et de la confidentialité, tant leurs pubs sont bien faites et leur marketing est bien fait. C'est plutôt, moi j'ai l'impression, les data c'est nous et vous n'y avez pas. Et on voit les scandales sur l'Apple Store, on voit les scandales sur Safari. Et donc j'estime qu'aujourd'hui la base légale c'est qu'on a le droit après consentement d'avoir une identité 6 mois si on a le consentement, et la durée de vie du cookie doit être en conformité avec ce qu'on a promis aux clients et les CGU qui signent en donnant son accord. Si techniquement Apple dit bah moi si c'est fait comme ça, parce que c'est toujours des verrous qu'ils mettent, c'est pas des interdictions. Soit ils mettent une interdiction claire, et dans ces cas-là, effectivement, on se pose la question de le faire ou de ne pas le faire. Là, c'est simplement des mises, et la dernière mouture en détail, Safari 16.4, c'est de dire que vous pouvez déposer un cookie avec une durée de vie de 6 mois. Le seul élément, c'est que si l'IP du site web et l'IP du dépôt de cookie n'est pas la même, les 6 premiers caractères, on va mettre 7 jours. C'est bien sûr juste une règle qui est un cadenas, mais c'est pas une interdiction. Et donc, ça permet chez Apple d'avoir une régulation du marché du Far West, parce que ça devient plus compliqué de le faire, mais ce n'est pas une interdiction. Donc pour moi, j'ai plutôt tendance à aller dans le fait de, voilà, un bon marketeur, il faut qu'il le fasse. Maintenant, s'agissant des ad bloqueurs,
je suis plus balancé entre guillemets comme avis, dans le sens où et c'est là où le sujet devient passionnant, c'est que ça rentre dans des discussions même avec les DPO des entreprises, avec les boîtes comme Unnest où vous avez une valeur de conseil aussi à vos clients. Et donc la grande question à se poser, c'est de dire est-ce que l'adblocker prévaut au consentement ou est-ce que le consentement prévaut à l'adblocker? Et en fait, c'est cette question qu'il faut se poser aujourd'hui. Vous avez une capacité de bypasser les adblockers. Maintenant, est-ce que vous souhaitez la mettre en place? C'est des fois un risque aussi pour l'entreprise de dire ah bah tiens, il y a, et on le voit, hein, il y a sur Twitter, sur X maintenant, des gens qui disent ah, regardez, j'ai un adblocker, en fait il traque quand même, et ce genre de choses. Et donc la question éthique, elle est de se dire, ok, le client, est-ce qu'il a mis un adblocker pour pas avoir les pubs quand il va sur des forums, des sites de jeux vidéo et des sites autres, et donc il a mis ça pour ne pas avoir les sapins de Noël et les popines comme on peut avoir sur certains sites internet, ou est-ce qu'il a mis un adblocker dans un objectif de confidentialité? Et en fait, on va se rendre compte, moi je suis convaincu que les adblockers, c'est principalement pour pas voir les pubs et pas un sujet de tracking. Sinon, aujourd'hui, on navigue avec Brave. Et donc, si je pense que le marché est en train aussi de se sécuriser, donc les adblockers, ça doit être une décision marketing et DPO chez les annonceurs. Qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va? Une fois que cette question elle est résolue, on y va à fond, on n'y va pas du tout. Maintenant, s'agissant de mon avis personnel, en étant un expert du tracking, si je pense à ma confidentialité, j'installe Brave et je navigue avec Brave, et principalement pas avec Google Chrome et mon compte Gmail connecté avec mon téléphone Android. Et donc, c'est pour ça que, voilà, nous, on donne les éléments. Par contre, c'est aussi pour ça que, tu vois, dans le disclaimer, je prends aussi toujours beaucoup de pincettes en disant, attention, la promesse de l'adblocking, c'est pas une promesse du server-side. C'est une promesse de configuration que vous souhaitez mettre en place ou pas. Et je suis absolument contre le marketing du server-side qui dirait toujours mettez en place le server-side pour bypasser les adblockers. Un, c'est pas une vraie promesse. Et deux, c'est peut-être une promesse que certains ne veulent pas atteindre. Et nous, on a des exemples clients qui ont décidé, et même si c'est à l'encontre du marketing digital, de des adblockers par souhait et par envie de respect de la vie privée. Après, moi, j'ajouterais aussi que faut voir d'où on vient. C'est-à-dire que le server-side est fondamentalement sain, moi, je trouve, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, enfin, on a tous les deux un peu connu le monde de la pub. Tout ce qui peut être fait sera fait. C'est-à-dire que les acteurs de la pub n'ont aucune limite morale, ils ont que des limites légales, et encore, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site de la Fnac avec un Facebook tracking, et après sur le site de Cdiscount, et après sur le site d'Amazon, par exemple, Facebook s'en sert pour faire du profiling de l'utilisateur à son profit, et pas pour la Fnac, et pour Cdiscount, et pour Amazon, mais pour globalement la performance de son propre écosystème, et finalement, en fait, de manière indirecte, revend la donnée en tracteur, quoi. Et donc, il y a un truc fondamentalement malsain, c'est que si vous êtes en client-side pur et que vous avez un tag Facebook, un tag HubSpot et un tag Google, en fait, vous permettez le profiling de tous vos visiteurs qui ont consenti, hein, malgré tout, mais bon, par ces acteurs-là, sans forcément même en avoir conscience ou qu'ils en aient conscience. Et le server-side, quand même, empêche techniquement ça. Et la fin des cookies aussi, enfin, c'est le but, et d'ailleurs, c'est pour ça que Google ne le fait pas. Mais, Ouais, exactement. Et c'est le plus beau, à la base, le server-side, les deux plus beaux arguments, c'est la gouvernance et la web perf. Parce que tous les tags que tu as cités ont une grosse incidence sur la web perf quand ils sont client-side, hein. Donc, la multiplicité des pixels d'appel fait que le temps de chargement ralentit, et on connaît le poids du temps de chargement dans le SEO avec les nouveautés des algos de SEO, et également sur le taux de conversion. Pour ceux qui font du CRO, WebPerf et taux de conversion sont étroitement liés. Alors jamais quand on est à Paris connecté fibré, hein, mais il faut penser à celui qui est sur son mobile, dans le métro, dans la Creuse, où là, lui, le temps de chargement peut mettre des fois plus de 10 secondes entre deux pages, et donc risquer la conversion. Donc c'est cette cohorte-là qui est très intéressante, et côté gouvernance. Et je t'ajouterai un truc, moi, que je trouve fantastique, c'est que tu as les tags ici que tu évoques qui sont utilisés par la marque, ouais. mais tu as aussi tous les tags qui ont été installés parce qu'on a fait une campagne. Et allez, je me lance dans un exemple, Pinterest. Pinterest est rarement en fil rouge chez tous les e-commerçants, sauf dans certains secteurs d'activité. Tout le monde a le pixel Pinterest qui est installé. Et donc, qu'on dépense de l'argent ou pas sur Pinterest, il est activé, il impacte la web perf. Et quand on l'utilise pas, on est nous annonceurs et on envoie 100% de nos données à un acteur tiers
sans qu'on ait de contrepartie. C'est-à-dire qu'on enrichit les algos de Ouais. Pinterest, qui sont d'ailleurs revendus à nos propres concurrents. On impacte notre web performance et donc on a ici le syndrome de la gouvernance qui est absolument pas respecté. Demain, c'est server-side, j'envoie ma donnée à Pinterest, j'arrête ma campagne, je mets en pause ma sortie de tag. Ça m'a pris quelques secondes de mettre en pause cette partie-là. Et quand je voudrais réactiver, j'aurais juste à cliquer sur le bouton play. J'aurais pas à réinstaller un pixel, faire une mise en prod de mon site internet. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça va amener beaucoup plus de crédibilité à la gestion de cette gouvernance aujourd'hui. Parce que même un DPO, et si moi j'étais DPO sur une entreprise, on ne sait pas réellement ce qui est fait de la data. Je pense que très peu de DPO ont une cartographie claire de l'intégralité des tags qui sont déclenchés côté client-side avec toutes les datas qui sont envoyées, alors que server-side, avec l'outil Tagems que j'ai montré tout à l'heure, je suis DPO, je me connecte, je sais exactement à qui j'envoie la donnée, qu'est-ce que j'envoie dedans, quelles sont les données personnelles que j'envoie et à quel rythme et pour quelles conditions. Et ça les rend meilleurs. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le server-side est marketingement un beau projet, mais dans ce projet gouvernance, je trouve qu'il a vraiment sa place à défendre par rapport à d'autres éléments de lutte contre les cookies tiers. Super. Alors, du coup, maintenant, j'ai un peu d'autres questions plutôt sur la boîte, sur Dingwell Vas-y, je en t'en prie. soi. Moi, j'ai vu, enfin, tous les mois sur LinkedIn, tu partages un petit truc avec tes nouveaux clients et tout. C'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment incroyable, je trouve, le nombre de nouveaux clients que vous avez, la croissance que vous avez eue. Tu peux nous raconter ça un peu, genre comment vous êtes organisé, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites votre commercial Oui, bah, l'histoire est folle hein, et en toute modestie, enfin à la fois excitante tous les matins puisque on se lève pour ça et je pense que oui, cette publication qu'on adore ici, c'est aussi récompenser à la fois les partenaires, les collaborateurs, parce on se rend compte en 3 ans, on a un portefeuille client qui est un des plus beaux et que tout commercial rêverait. C'est sûr qu'on a la chance de travailler avec des gens comme Intersport, Accor Hotel, Maison du Monde, Yves Rocher, des grandes banques en ligne, des grands telcos. Enfin, donc c'est vraiment magique. C'est du coup challengeant, puisque quand on absorbe 100 nouveaux clients par mois, c'est extrêmement important d'être ultra processé, d'avoir un produit qui tourne à fond, qui est en capacité. Et je te parle à toi aussi qui est fondateur, mais ça va de l'inscription au produit, mais jusqu'à la facturation, au recouvrement, à la gestion des cartes bancaires pour ceux qui sont en pay-as-you-go et ainsi de suite. Donc, c'est une chaîne et rendons à César, c'est pas du tout moi. C'est Julien, mon associé. Et d'ailleurs, si c'était moi, je pense que on pourrait pas faire ça. Moi, j'ai d'autres qualités, mais pas celle-ci. Donc c'est un point qui est essentiel et qui nous permet de grandir sur ça. Et après, sur l'organisation, en fait, on a deux gros pôles chez nous. On a un pôle qui est vraiment la partie support SGTM spécialiste, c'est-à-dire toute personne qui veut se lancer dans le server-side va avoir une courbe d'apprentissage. Et comme toi, tu as démarré il y a quelques années, au départ, on est tous pareils, à égalité. On a envie de le faire, on sait pourquoi on veut le faire, mais on ne sait pas comment le faire. Donc nous, on a pris parti de dire, OK, on va nous évangéliser le marché et donc le former. Et donc, on a formé beaucoup d'agences, on a formé beaucoup de consultants en prenant du temps gratuit. C'est notre programme de certification parce ça nous a semblé essentiel que ce que nous, on a découvert, on le partage et que ce soit partagé par les prescripteurs. Donc, la phase de commercialisation, et d'ailleurs, et c'est là où, pareil, on pourrait se dire, ouais, mais à Dimwell, ils ont 10 commerciaux parce que vu tout le montant signé, les logos qui sont signés tous les mois, ils ont ça. Et en fait, non. En réalité, on a la chance d'avoir des forces commerciales qui sont pas nous, qui sont nos partenaires et dont ENS fait partie, où ça a été un des constats que moi j'ai fait plutôt dans cette analyse CRO au départ, c'est de dire que moi, à chaque fois que je discute avec un annonceur, j'ai forcément l'agence avec moi dans la boucle. C'est-à-dire que l'annonceur ne va pas prendre seul cette décision. Il faut que l'agence qui s'occupe, et comme le tracking, la web analyse est beaucoup externalisée chez les annonceurs, on s'est très vite dit que on a beau convaincre les annonceurs que le server-side est très bon, il faut de toute façon qu'on convainc l'agence aussi, parce que l'agence a un gros pouvoir de décision sur ça. Et en fait, Addingwall est presque l'outil préféré des agences marketing cabinet data pour répondre à la problématique de cœur des annonceurs de passer à la fin des cookies tiers et au server-side. Et donc, si on était le produit préféré des annonceurs
mais détesté par les agences, on pourrait pas avoir ce niveau de croissance. Et on aurait besoin, nous, de faire du service, d'avoir plein de gens qui font ça. Et donc, je pense que dans cette stratégie, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être dans un équilibre parfait, c'est que on va ensemble, on résout la problématique ensemble avec nos partenaires au profit des annonceurs qui, eux, se disent, moi, j'ai entendu que j'avais un gros problème data, je veux juste qu'il soit résolu avec, sans faire la guerre des étoiles en interne. Donc, si vous pouvez bosser avec mon agence, avec qui je bosse depuis 5 ans, qui connaît par cœur mon plan de tracking, ça m'arrange. Et c'est cette collaboration qui permet de faire la croissance. Et après, des équipes DevOps, hein, c'est-à-dire que ça se voit pas parce que je vous ai montré un truc à 100% de taux de dispo tout à l'heure, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des équipes qui la nuit doivent se lever, le week-end astreindre. Donc on a ces équipes-là qui sont les plus importantes. Ok. Et j'ai vu que tu participais quand même à des salons, trucs, des événements comme les Big Boss et tout ça. Oui. C'est intéressant, ça marche bien. On fait aussi notre propre attribution hein, sur ces sujets-là. Donc, il y en a qui marchent plus, il y en a qui marchent moins. Il y a des événements coup de cœur et il y a des événements qu'on fait parce que par la force des choses, c'est là. Là, c'est la rencontre avec le marché. Comme on est dans un marché d'évangélisation, on a besoin d'être présent, nous, sur ces événements-là pour faire partie de ceux qui vont faire naître ce projet-là. Donc, effectivement, One to One Monaco, Biarritz, des événements Big Boss et d'autres sont très importants pour aller aux annonceurs. Ce qu'on adore, c'est les mesures camp aussi. Hein, mesures camp, on est très présent sur le forum que tu as créé aussi, Data for Marketing sur Slack, qu'on adore aussi parce que on y vient là donner des idées, dépanner des personnes et aussi des fois se faire de nouveaux partenaires sur cette partie-là communautaire. Et effectivement, je pense que oui, le Monaco, Biarritz pour des éditeurs de logiciels sont des salons qui sont extrêmement importants, très onéreux à l'inverse, hein, donc tout le monde ne peut pas les faire, c'est sûr. Mais c'est un bon moment où pendant 3 jours, on a des vrais décideurs qui ont envie d'apprendre pendant ces 3 jours avec une organisation au top et nous, on ressort ultra boosté parce que c'est un effet marché qui est fort et ça nous permet aussi d'éviter d'avoir une force commerciale trop importante et de capitaliser sur ces événements-là. Ouais, ok. Et Après, je donne pas tous les secrets, hein, sinon. non, Je- non, mais je me suis permis de poser la question quand même. Non, non, mais t'as raison. Non, non, mais en plus, on est basé nous à Lille à Euratechnologie Ouais, et dans l'écosystème Euratech, il y a beaucoup de startups on a pour habitude aussi de dire, ah bah tiens, je suis à tel stade de maturité, quelles sont mes prochaines échéances? Et la question des salons, la question du go-to-market ouais. sont souvent des questions évoquées et sur lesquelles il y a très peu d'aide, entre guillemets, sur cette partie-là. Donc, non, non, avec plaisir pour partager les insights. Oui, et puis les ventes arrivent jamais par hasard, tu vois. C'est toujours du travail, toujours de l'effort, etc. C'est pas toujours direct, etc. Mais en fait, c'est comme ça. Enfin, il faut mettre de l'effort, de l'investissement, du marketing, de la vente, et c'est comme ça aussi que la croissance existe, en fait. Ouais, c'est sûr. Après, tu as des méthodes de vente agressives, moins agressives. Moi, j'ai toujours été moins agressif que d'autres sur le marché. Et c'est pour ça, à Dingwall, moi, la plus grosse fierté que j'ai, on a 108 partenaires actifs qui ont plus d'une licence payante client chez nous. Et en fait, au-delà des portefeuilles clients, des logos et autres, c'est presque ça la plus grosse fierté, c'est quand une agence pense au server-side, il y a forcément Adimwell dans sa besace et si Adimwell est dedans, l'expérience qu'on amène dans le cycle de vente permet à notre partenaire de signer. Et donc, on est presque encore plus content parce qu'on sait, nous, derrière, que côté installation, ça se passera très bien aussi quand on a un partenaire certifié. On a quelqu'un qui est chef d'orchestre dessus et donc, en pourcentage, hein, tu sais, on n'est pas loin de 90% aujourd'hui des clients à Dingwall qui ont une agence qui les accompagne sur le sujet de migration de server-side. On a Ouais. très très peu. Et dans les 10% restants, il y a des freelances ou des consultants externes qui sont intégrés chez le client. Donc, rares sont les annonceurs qui s'aventurent tout seuls sur le sujet parce que sinon, il y a des risques d'accident. Oui, c'est vrai. Et tu parlais d'où tu disais que vous êtes à Lille. Vous êtes combien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes physiquement dans les bureaux? Est-ce que vous êtes en remote? Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, on est tous physiquement dans les bureaux, alors sauf un depuis peu.
qui est basé à Nantes et qui est data scientist sur ces sujets. Mais c'est le premier recrutement remote qu'on a fait. Pas parce qu'on n'est pas convaincu ou autre, c'est parce que chez les éditeurs de logiciels, on a tous à apprendre ensemble très vite au départ et donc organiser une boîte en télétravail et en remote n'est pas pareil que en physique et, euh, et donc moi j'avais vraiment envie d'avoir les collaborateurs dans le circuit. Donc on a des bureaux avec des salles de réunion, bien sûr des call box parce qu'on a une grosse partie qui se passe en visio. On est une quinzaine maintenant avec un gros plan de recrutement à venir sur la partie S2. Puisqu'on a doublé la taille de l'effectif en début d'année, on fera à peu près la même chose d'ici la fin d'année, avec un objectif international maintenant pour nous d'aller justement chercher ça. On arrivera de plus en plus à du remote naturellement par rapport aux méthodes de recrutement actuelles, par rapport aux envies aussi des salariés d'avoir ces sujets-là, mais je sais pas si je suis un vieux de la vieille, parce que j'ai tout juste 40 ans, mais moi j'adore, enfin tu vois, même en Covid, j'allais au bureau chez Lisance et j'adorais aller au bureau, j'adorais avoir personne sur la route et je me faisais mes petites attestations parce que j'avais envie, alors on avait des contacts très éloignés, mais moi, j'ai besoin le matin de dire, voilà, à l'inverse, quand je rentre chez moi à 18h30, 19h, je suis à dispo pour ma famille, je cuisine et ainsi de suite. Mais j'ai besoin d'aller au travail pour me dire, OK, allez, là, c'est parti, c'est 10 heures non-stop et on y va. Et je trouve que c'est plus prolifique, mais ça dépend des personnes aussi. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bah, moi, j'ai eu une période de ma vie où j'aurais dit genre exactement la même chose que toi, et puis après, Ouais, j'ai totalement changé, et les deux sont très chouettes. Donc, bref. ouais, après, Euh, on est à Lille, hein. Donc, on est à Lille. On a aussi des maisons. On n'est pas en appartement. Donc, les deux sont assez proches. On n'a que 20 minutes de route. Donc, je pense ouais, qu'effectivement, dès qu'on est euh, soit hors de Paris, on a son confort à la maison et on n'a pas envie d'être dans la vie parisienne. Dès qu'on est sur Paris, bah, les transports et autres font que bah, avoir 2 jours de télétravail minimum, c'est saver 1 heure et demie de temps de transport. Donc, je pense que ça, chaque région, chaque personnalité, l'écosystème Euratech aussi, les gens aiment bien venir à Euratech, hein. Il y a 4-5 000 collaborateurs, il y a 1000 boîtes autour, il y a des food trucks le midi, il y a des installations qui sont faites, donc il y a aussi cette énergie qui est déployée autour. Et après, ça tombe, je te dis, dans un an, on a délocalisé la boîte et on prend tout le monde en remote worldwide parce que l'international va aussi créer ces points-là. ouais. On va devoir ouvrir des bureaux dans d'autres pays. Donc, on va être multi-sites si tout se passe bien. Et donc, ça va nous repencher sur ces questions-là qui sont très RH. Et c'est bien de se les poser au moment où tu peux le faire, parce que quand tu es 10-12 et que tout le monde a une fonction très opérationnelle, bon, bah, tu vas et tu avances et tu as moins le temps de ces questions-là. Mais pour structurer la suite, il va falloir qu'on se pose ces questions. Ouais, ok. J'ai oublié de te demander une idée des prix, tu vois, soit du palier moyen, soit peut-être des ordres de grandeur de prix aussi pour que les Ouais. gens se rendent compte. Oui, oui, alors oui, surtout que j'ai dit server-side pour tous en introduction. Server-side pour tous, ça veut dire que ça démarre à 90 euros par mois chez nous. Et donc, on a un peu ce point-là de se dire, quand je dépense quelques milliers d'euros sur du Facebook, du Google Ads par mois, bah, mieux vaut en dépenser 90 euros de moins pour le mettre en server-side et avoir les bonnes datas que de mettre ces 90 euros-là dans une campagne Facebook dont on ne pourra pas mesurer les résultats. Donc ça, c'est un peu l'adage qu'on a et qui permet d'être en pay-as-you-go sans engagement, je teste gratuitement, voilà, vraiment se dire pousser à l'usage et permettre de le faire. Après, c'est compliqué de parler en panier moyen parce que nous, l'écart type, il est Ouais. énorme puisque entre notre plus petit client qui doit faire quelques centaines, milliers de requêtes par jour et nos plus gros qui font des milliards par mois, puisque je vous ai cité des gens comme Accor Hotel, on bosse pour Voyage Privé, on bosse pour Maison du Monde, qui sont des institutions de trafic. Le panier moyen n'a pas grand intérêt, mais on va avoir plutôt un sujet ça va de 90 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cet écart type. Et Ouais. après, nos tarifs sont publics. Ils sont sur notre site internet sur la partie Pay as you go. Donc ça, on peut très vite simuler
quel va être le coût du server-side. La seule différence où il y a besoin d'avoir une nécessité d'avoir un contact avec Addingwell, c'est pour les comptes typés Enterprise, c'est-à-dire que dès que vous avez besoin d'un PC, PSSI, dès que vous avez besoin d'un RSSI, ce genre de questionnaire, ça va exiger à l'infra-server-side d'avoir des niveaux de sécurité différents. Et c'est ces niveaux-là qui vont faire augmenter forcément le prix, parce que si vous voulez un SSO, si vous voulez des serveurs dédiés chez vous, chez nous, des audits et ce genre de choses, ce sont des contrats custom enterprise. On les fait, on est capable de les faire. Et là, par contre, effectivement, on fait pas ce genre de démarche pour 90 € par mois. Mais avec plaisir, contactez votre agence, contactez Adnes si vous font des devis personnalisés. Mais c'est pas. Alors après, ça fait un peu commercial ce que je vais dire, mais je considère que le prix versus bénéfice et ROI immédiat est un des projets qui est, alors là je deviens vraiment commercial dans cette phrase-là, mais qui devient très intéressant à faire dans l'entreprise parce qu'il va mettre d'accord la DSI pour la sérénité du projet et la web perf. Il va mettre d'accord pour le marketing parce qu'on va gagner 20% de ROS sur Facebook par exemple. Et on va mettre d'accord le DPO qui va dire ah c'est sympa parce qu'enfin je comprends le tracking et je vois exactement ce qui est fait et je peux agir sur mon métier. Et donc il n'y a pas beaucoup de projets en entreprise qui, dans la même pièce, on met ces trois personnes-là et qui disent je vote pour et pour le faire. Ouais. Ouais, puis tu as le ROI, puis ce que je vois aussi, c'est quelle est ton alternative. Et en fait, quand l'alternative, c'est de le faire en interne, tu vois qu'il y a des price points en dessous desquels ils sont sûrs qu'ils préfèrent le faire en interne. Ils vont même pas lancer l'étude pour savoir s'ils veulent le faire en interne. Bah, après, il y a une limite à l'élasticité prix, hein. Il y a des moments où les gens commencent à chercher des alternatives, mais c'est vrai que la peine de le faire soi-même est tellement compliqué pour certaines boîtes que du coup, ils n'hésitent pas trop, quoi. Ah, tu restes convaincu, hein. Moi, si j'étais annonceur, je choisirais Addingwell, c'est sûr. Impeccable. Et alors, attends, j'ai d'autres questions aussi. Du coup, un peu la suite pour vous, parce que c'est vrai que, alors, tu vois, au début, moi, je me disais, c'est quand même un peu niche son truc et tout. Puis bon, tu m'as évidemment prouvé que je m'étais trompé. Mais bon, à un moment, tu auras fait le tour du marché français. Donc, je me dis, bah, tu as 2 angles, quoi. Tu as un angle qui est élargir le produit. Ça me fait un peu penser au CMP, tu vois. C'est une fois que tout le monde a un bandeau cookie, c'est quoi l'étape d'après? Donc, tu as élargir ton produit. Et l'autre angle, c'est international. Je pense que je sais pas, tu parles de l'international, tu n'as pas parlé de l'autre. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? Est-ce que tu penses qu'à un moment, tu vas saturer le marché? Est-ce que, du coup, comment vous voyez la suite? C'est toute notre réflexion et ce sur quoi on doit à la fois se poser, décider et prendre les bonnes décisions. Tu peux pas tout faire d'un coup, sinon tu te perds. Et je pense que c'est la notion de best of breed, elle est hyper importante sur le métier du server-side. Elle est prouvée, hein, les plateformes qui font un peu tout, elles font pas tout bien en fait, hein. Il y a un peu expert de tout, expert de rien. Donc on est assez convaincu que le marché qui bouge encore sur le server-side nécessite d'avoir vraiment une R&D qui est focus sur ce sujet-là pour aller chercher les besoins et les cas d'usage de demain. Là, la plateforme s'enrichit. Elle s'enrichit, comme on le disait, avec des briques de data transformation. Elle s'enrichit avec des briques de endpoint data offline, call center et ce genre de choses. Et l'enrichissement des cas d'usage. Ça fait pas d'Addingwell des nouvelles features, ça fait d'Addingwell des nouvelles responsabilités dans l'atteinte de cas d'usage du marketing. Donc ça, c'est vraiment côté produit, le point sur lequel on est focusé. Et on a le droit d'avoir cette position-là parce qu'on a une croissance qui est folle sur ce marché-là. Je pense que si le server-side était à saturation, comme tu l'évoques, ou qui pourrait être à saturation aujourd'hui parce que c'est réservé à l'élite, on serait peut-être déjà en train de se poser des questions sur quel va être le produit et les features de demain. Donc, on a moins ce point-là en honnêteté parce qu'on veut faire le server-side de la façon la plus propre possible. Et tu vois, en interne, voilà, il y a plein de moyens de faire du server-side, mais il n'y en a qu'un seul qui est le meilleur et on veut à chaque fois que ce soit Addingwell qui soit considéré comme le meilleur sur ce point-là. Donc ça, c'est vraiment notre position. L'international est forcément la voie pour nous importante puisqu'il y a un marché à prendre. Le server-side, c'est mondial, hein, c'est pas français, c'est pas européen à cause du RGPD, c'est vraiment global, mondial. Et donc les problèmes qu'on a sur le marché français, on les a à l'international et on a un marché qui est en compétition.
assez light. Il y a très peu de concurrence, donc tant mieux. Mais c'est aussi à nous d'aller le chercher pour éviter que on laisse aussi d'autres aller le chercher à notre place et y aller trop tard. Donc ça c'est vraiment une des priorités qu'on a. C'est des investissements en recrutement qu'on a fait. On parlait des salons tout à l'heure. On sponsorise quasiment l'intégralité des mesures camp à l'échelle européenne pour être présent au niveau de la communauté. Donc ça, on le fait beaucoup. Côté features, il y a un champ des possibles après qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est un passe-plat, entre guillemets, entre la donnée du browser vers les partenaires médias. On peut l'enrichir à la volée, on peut la modifier, on peut la sécuriser, on peut la proxifier dans certains cas d'usage. Et on pourrait demain l'utiliser. Maintenant, tu connais notre parcours. Julien Decroix était fondateur de merchandising.io, donc la donnée produit, la donnée visualisation et aider le marketeur et le merchandiser à prendre des bonnes décisions. Moi, je viens du monde de l'attribution. Comment aujourd'hui on mesure bien avec cette donnée à la volée. On vient de la CDP. Est-ce que ces données-là peuvent être utilisées à des fins de ciblage et d'audience ou pas du tout de tout ça? Parce que le marché du server-side est un très gros marché. Ce qui est sûr, c'est que on a la chance d'avoir notre croissance à gérer et d'être dans des éléments de structuration et de rendre le produit scalable à l'échelle internationale. On a des partenaires qui nous font confiance là-dessus et qui créent des use cases. Donc c'est un peu ça la voie pour l'instant qui est décidée. Et je sais que tu avais des points levée de fonds et ainsi de suite. Et on a la chance, nous, de pouvoir se financer sur notre croissance. Et donc, on est une boîte sur fonds propres sans levée de fonds. Et donc, on est vraiment la main sur notre bateau et on décide quelle va être la meilleure solution pour Addingwell. Maintenant, la vie est faite d'opportunités. Donc, je dis ça aujourd'hui au moment où on enregistre. Et demain, il se passera peut-être quelque chose sur le marché, mais on peut réagir vite, on peut être très réactif parce que on saisira chacune des opportunités qui s'offrent à nous sur l'aventure Addingwell. Ouais, parce que effectivement, je pense que vous êtes leader incontesté, incontestable en France. Absolument tout le monde vous connaît et vous êtes vraiment top of mind. C'est-à-dire les gens ne savent même pas qu'on peut faire soi-même presque. Tu vois. On a eu des questions dernièrement, ouais. Ils pensent toujours à vous. Je vois que vous commencez à communiquer effectivement en anglais et tout, comme tu dis, sponsorisé en Europe. Après, tu vois, si je fais le parallèle avec Didomi, qui est aussi une belle solution française, tu vois, sur les CMP, qui sont arrivés très vite avec un produit, ils ont levé quand même beaucoup d'argent sur la promesse de dire, en fait, il faut être un leader mondial, parce que sinon, en fait, quelqu'un d'autre va y arriver, et puis on sera cornerisé. Tu vois, je pense que c'était un peu ça au moment, alors qu'ils étaient petits quand ils ont levé beaucoup d'argent. Bon, donc tu as un peu répondu, mais c'est vrai que forcément, la question va arriver, parce que malgré tout, les US et tout, j'imagine quand même qu'il faut investir. Oui. C'est des sacrés enjeux, quoi. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est passionnant et stressant à la fois. Enfin, tu vois, c'est les trois sujets. T'as à la fois envie de bien le faire, t'as pas envie de le rater. Et je te dis en transparence, c'est toutes les questions qu'on a et pour lesquelles j'ai pas encore le plan parfait. Et d'ailleurs, le plan parfait, on pourra juste le dire à la fin, quand on comptera les moutons et qu'on se dira, bah oui, effectivement, c'est la bonne trajectoire qu'on a pris. Mais oui, non, sur ce sujet, tout est ouvert. Tu te doutes, et t'es entrepreneur, on est très sollicité aussi sur ces sujets-là. Quand tu vas bien, on peut te prêter de l'argent assez facilement, et quand on en a besoin, on t'en prête plus. Donc on a ces différentes options sur la table. Je t'avoue qu'il y a aussi un autre truc, c'est que tu discutes avec des entrepreneurs, tous ceux qui ont levé des fonds et qui ont réussi te disent si j'avais su, je n'aurais pas levé. Et inversement, tous ceux qui ont levé des fonds et raté disent que de toute façon, c'était obligatoire parce que sinon, ils étaient morts 2 ans avant. Et la vérité est entre les deux. Et donc, c'est vrai, tu vois, tu citais Didomi, moi je cite, tu vois, on peut prendre des A/B testing, des Content Square et ainsi de suite. Ils ont fait des levées sympas ou modestes, et en réalité, comme ils ont réussi, ils se disent en fait c'est vrai que ces levées là elles ont pas été, c'est pas le cash investi qui a été le plus important, ça a été la seniorité apportée au board. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que si on part à l'international, on redevient tout petit, et on redevient tout petit entrepreneur dans un truc un peu plus gros. Et c'est les forces de conseil, c'est ce genre de choses, de professionnalisation que t'as besoin. Parce que tu vas tout le temps essayer de reculer le drapeau, et là où il est planté, c'est un truc que tu maîtrises et tu sais que tu veux aller.
dès lors que tu dis bah, je vais aller un poil plus loin, bah, c'est un peu comme un marathonien ou un runner. Hein. Tu démarres, tu fais un 5 bornes, après tu fais un 10 bornes, tu fais un semi. Et le jour où tu fais 42 bornes, tu dis bon, bah, est-ce Ouais. que je vais y arriver bah, tu verras à l'arrivée si tu l'as passé, si tu as passé le mur des 30. Hein, C'est marrant de se parler parce que moi je le fais souvent. Des fois les gens ils me disent mais pourquoi tu montes des boîtes, pourquoi tu fais ça et tout. Et je sais pas toujours quoi répondre. Et le parallèle c'est ça, c'est pourquoi tu vas courir un marathon. Et en fait quand tu t'entraînes pour courir, je sais pas, un marathon, je dis ça, c'est n'importe quoi, mais tu t'attends pas à être le meilleur du monde, tu vois. Tu sais que t'as un mec qui va courir en 2 heures et que toi tu vas courir en 4, mais ça t'empêche pas de le faire parce qu'en fait c'est un défi personnel, parce que en faisant ça tu vas te faire plaisir, tu vas progresser, tu vas apprendre des choses sur toi-même, etc. Et bah, c'est marrant que tu fasses ce parler parce que je le fais régulièrement aussi. Euh, genre, pourquoi en fait Non, mais pourquoi tu fais. c'est évident et à aucun cas, enfin, en aucun cas, la culture de la richesse et autres, parce qu'on peut avoir ce parallèle-là avec ceux qui ont quand t'as plus, pourquoi tu veux toujours plus. Il y a vraiment pas de sujet, parce qu'en plus, dans cette partie entrepreneuriat, tu te mets quand même un peu à risque à chaque fois et du coup, nous, c'est vraiment la passion. C'est, moi, ça me ferait kiffer d'avoir Addingwell qui est distribué en Espagne, en Italie, en Allemagne, avec ici, ça parle dans plusieurs langues au quotidien. Tu vois, c'est presque ça la recherche derrière faire d'Addingwell un leader français ou européen ou mondial. C'est le marché qui définira cette partie-là, mais voilà, je pense qu'à un moment, tu te fixes des objectifs, t'as envie d'y aller, et l'international est forcément la clé qui nous permettra de continuer cette croissance. Mais dans le kiff du quotidien, c'est aussi un petit peu ça qu'on a envie d'aller chercher avec les associés en disant, OK, d'ailleurs, tous les derniers recrutements sont tous au moins bilingues, voire trilingues pour certains, parce qu'on se prépare à avoir, et on l'a déjà aujourd'hui, hein, on a une cinquantaine de clients internationaux, mais on se prépare à avoir du support, des partenaires, des agences anglaises, des agences espagnoles, et ça serait top. Ça serait top. Super intéressant. Moi, j'arrive au bout là des. Enfin, je pourrais discuter longtemps, mais un peu des Ah questions que bah j'avais. après, Des questions là qui manquent un peu, ou tu vois, où tu te dis, bah, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tel ou tel sujet. non, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé du server-side à l'histoire, après à des sujets plus perso, entrepreneurial. Donc, je pense que tu pourrais même couper ta vidéo en trois en disant vous êtes entrepreneur, il y a ces trois questions qui vous intéressent, vous êtes annonceur, il y a ces trois questions-là, et vous êtes une agence, il y a ces trois questions-là. Et donc, peut-être qu'il faut faire trois épisodes. Mais non, non, hyper enrichissant. Moi, j'adore ces points-là. Je pense et j'espère qu'il y a. Allez, il y a 5 minutes de 45 minutes qui vont aider chaque personne qui regarde cette vidéo. Je pense que c'est le plus important parce que c'est un peu l'idée que tu t'étais fixée en interrogeant plusieurs entrepreneurs et plusieurs sociétés avec lesquelles tu bosses. Et voilà, nous, ravis de cette vidéo, ravis de la collaboration avec Unnest et publicité Addingwell. Vous avez besoin de server-side, contactez Unnest si vous savez pas comment vous y prendre et contactez Addingwell pour avoir la belle solution française qui marche bien, quoi. Ouais, en plus, c'est français, effectivement, à Lille. Et bah ouais, moi, je voulais vraiment te remercier. Effectivement, tu essuies les plats. C'est la première vidéo comme ça que je tente. Je me disais, effectivement, en parlant, ça part dans plein de directions. Moi, c'est ce que j'aime bien. Et donc, je sais pas exactement ce que je vais en faire, comment on va le découper et tout. Mais oui, je trouve ça super riche. Bravo vraiment pour ce que vous faites. Enfin, moi, j'ai essayé de faire du SaaS, je me suis planté. Je sais à quel point c'est difficile, et au début et après, la scalabilité, machin, chercher des grands comptes, tout ça, c'est vraiment exceptionnel ce que vous faites. Et vraiment bravo. Ah, Et, merci, mais tu vois, et ça fait une pirouette, mais l'inverse est difficile aussi. C'est-à-dire que moi, je pense, et d'ailleurs, s'il y a un conseil entrepreneur, même si je suis vraiment, enfin, je suis vraiment ultra modeste parce que je suis un tout petit entrepreneur, je pense qu'il y a un choix à faire entre service et SaaS. Et ceux qui savent faire du service ne savent pas faire de SaaS et inversement. Et moi, je suis à l'opposé de tes qualités probablement entrepreneuriales, c'est-à-dire avoir de la gestion de planning, de projet, de la prévision de people par rapport à des missions qui ont un point de départ, un point d'arrêt. Tu m'as perdu sur ces sujets-là. Et inversement, tout ce que tu disais, aller chercher des grands comptes, créer un MVP, trouver la valeur de ton produit, les use cases et autres, la démonstration de capacité et autres,
je pense, si là je me dis, OK, Romain, mets-toi en avant une fois, je pense que c'est ça mon gros point positif. Et c'est pour ça qu'à Dingwell, on n'en a pas du tout fait une boîte de service, parce que tu vois, ça aurait pu être une des questions en disant, mais pourquoi vous n'êtes pas une agence server-side à côté? Parce que si on fait ça, c'est le début de la catastrophe. Et on restera focusé éditeur de logiciels, et ça, c'est le plus important pour nous. Bon, super intéressant. Ce sera le mot de la fin. On ira boire un verre sur cette discussion-là, mais je pense que c'est un truc hyper intéressant. Donc, carrément. Avec plaisir. Et ben, merci encore. Du coup, je vais. Merci Nicolas, avec plaisir. Et puis je te laisse découper comme tu veux la vidéo. Je me fâcherai pas parce qu'on a été assez long, donc tu en fais ce que tu veux. Ça marche. À bientôt. Allez, Merci à beaucoup. bientôt, bye.